Bonjour à tous. En ce vendredi, fin de semaine qui terminera cette année civile 2022, je vous propose une seconde rediffusion d'émissions judaïcanes avec toujours en filigrane l'expression d'un personnage qui m'a profondément marqué, sachant qu'il est difficile de rester insensible à un discours plein de bon sens et d'enseignement. Le rabbin Moshe Levin fait partie de cette catégorie d'hommes, de rabbins, ouverts avec qui on a du plaisir à dialoguer, à échanger, curieux de tout ce qui peut enrichir son judaïsme et mieux l'expliquer. Pour exemple, et pour étayer mes dires, je le recevais le 2 décembre de cette année. Le 12 décembre, à l'occasion des 75 ans de l'association Amitié judéo-chrétienne de France, créée en 1948 par Jules Isaac et Edmond Flegg, il était reçu au Vatican par le pape François. Bonjour à tous. Mon invité cette semaine est un rabbin très connu. Toujours en mouvement, il voyage beaucoup, on le voit partout où c'est nécessaire, du nord au sud, de la France, mais aussi en Europe, et bien sûr à travers le monde. C'est peut-être pour cela qu'on a du mal à le situer parmi les strates de la communauté consistoriale. Je dirais que sa formation est éclectique et que de ce fait son parcours est atypique. Il a étudié dans des écoles talmudiques en France et en Angleterre et bénéficié de l'enseignement rabbinique au séminaire israélite de France. Mais c'est l'armée, avec les grands problèmes de la défense, qui semble l'attirer puisqu'il a suivi 2 cursus. À l'Institut des hautes études de la défense nationale tout d'abord et au Centre des hautes études de l'armement. Et pour parfaire sa formation, c'est au CHED, acronyme de cycle des hautes études pour le développement économique, qu'il s'initiera à maîtriser les processus de décision des politiques publiques. Pour terminer cette présentation succincte, je dirais qu'à côtoyer les grands de ce monde, il possède un des plus beaux carnets d'adresses de la communauté et qu'il a été nommé, je ne sais pas s'il y a une corrélation, conseiller spécial du grand rabbin de France, Chaim Corsia. C'est donc un privilège de recevoir dans le cadre de cette émission Moshe Levin, rabbin de la synagogue du Raincy. Moshe Levin, bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi également de participer, d'autant plus que j'ai un attachement particulier à la communauté de Cannes, à son dynamisme et au dynamisme de cette radio judaïcane qui est formidable. Pour des raisons personnelles, nous vous joignons en Israël par Zoom, en direct de Haïfa. Alors avant d'expliquer en quoi consiste ce poste de conseiller spécial du grand rabbin de France, essayons tout d'abord de mieux vous connaître. Né à Strasbourg en 1967, vous êtes l'une des 443 naissances survenues sur la commune de la ville cette année-là. Et puis 1967, c'est aussi la naissance de la communauté urbaine de la ville de Strasbourg. Votre scolarité commence à l'institution Gourarié de la Trétoire en Seine-et-Marne. Moshe Levin, ce sont vos parents qui ont choisi ce lieu. À quel âge vous avez été admis là-bas ? Du tout. En fait, j'avais un directeur à l'école Akiba de Strasbourg, puisque j'étais d'abord à l'école Akiba de Strasbourg, et mon directeur, qui était Jean-Paul Amoyel, a fait le choix de diriger l'institution Gourarié. J'ai quelque part suivi mon directeur. C'est la raison pour laquelle, connaissant son sérieux et sa capacité de développer, de pouvoir permettre, on va dire, l'excellence de ses élèves, j'ai choisi d'y aller. Mais je vais dire peut-être plus. Gourarié a été pour moi une expérience formidable parce que j'étais assez jeune, j'avais 14 ans. Et quand vous êtes dans un internat, puisqu'il ne s'agit pas, c'est pas de rentrer tous les jours à Strasbourg, mais que vous êtes dans un internat, eh bien vous apprenez à être autonome, à prendre des décisions et à apprendre des choses. Pour la petite anecdote, ma mère aussi m'a beaucoup appris à dire tu dois savoir tout faire. C'est-à-dire que pour mon épouse, après notre mariage, c'est moi qui lui ai appris à faire les chalotes. Je ne dis pas que je fais les chalotes tous les jours, mais les chalotes, c'est moi qui lui ai appris à les faire. C'est moi qui repasse, c'est moi qui... voilà. Mais tout ça, c'est dû à l'internat. Je sais coudre, beaucoup de choses. Je peux faire du papier peint, je peux faire beaucoup de choses. Je ne dis pas que j'ai le temps de tout faire. Mais l'important, finalement, j'ai quelque part touché à tout, ce qui me donne une perception de mieux comprendre aussi ce que les autres font.
En fait, on devient autonome. Tout à fait. Alors, au sein de l'établissement, vous l'avez dit, les parents ne sont pas présents. Alors, comment s'effectue la scolarité du petit Moshe Levin ? Vous étiez quoi ? Vous étiez un bon élève ? Un bon camarade ? Bon élève, je ne vais pas dire que j'étais le meilleur dans tout. Il y a des matières où j'étais très bon, d'autres où j'étais moins bon. Bon camarade, il faut demander à mes camarades, pas à moi. Moi, je peux pas me juger moi-même. Je n'ai pas pour habitude de me juger. Voilà, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup évolué dans cet établissement et j'ai beaucoup apprécié l'encadrement. Et d'ailleurs, de manière assez curieuse, au Rincy, où j'exerce mes fonctions de rabbin, eh bien, j'ai retrouvé d'anciens élèves qui étaient même dans ma classe et qui sont dans ma communauté aujourd'hui. Et c'est formidable. Alors, on a 14 ans, dans un internat, on y dort, donc on y rêve. Quels étaient les rêves du petit Moshe Levin ? Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il serait grand ? À qui il voulait ressembler ? Alors, à 14 ans, peut-être pas encore. On rêve pas toujours. On rêve souvent à court terme. On rêve pas sur l'avenir. Après, on a les rêves d'enfant. On veut être pilote d'avion. On veut être voilà, un peu tout ça. Et puis, par la suite, mais pour une petite précision, mon père n'est pas rabbin, donc c'est pas une lignée familiale. Mais j'avais un grand rabbin qui était le grand rabbin du Bas-Rhin, qui était le grand rabbin Abraham Deutsch, qui était un grand rabbin formidable et qui était très proche de ma famille. Et lui m'a poussé à devenir rabbin en me disant « Je te vois très bien, rabbin, et sache que je l'ai conseillé aussi à quelqu'un qui voulait être prof de lettres, qui est le grand rabbin René Gutmann, et je lui ai conseillé d'être rabbin. Aujourd'hui, les grands rabbins du Bas-Rhin. » Alors, c'était à quel âge ? C'était vers 15-16 ans déjà, il me le disait. Mais après, à 17-18 ans, il m'a poussé à rentrer à l'école rabbinique. Alors, il vous pousse, mais est-ce que c'était des choix personnels ? Ou alors oui, vous avez suivi simplement parce qu'on vous a poussé ? Non, quand vous admirez quelqu'un, vous voulez lui ressembler. Et c'était quelqu'un avec énormément de charisme, énormément de prestance, énormément d'impact sur la communauté du Bas-Rhin. Et le grand rabbin Deutsch a été une figure marquante de la communauté juive strasbourgeoise. Et donc, j'ai fait ce choix volontairement. Lui a peut-être senti chez moi cette volonté de transmettre. Et c'est pour ça que je dis, il m'a poussé par des paroles en me disant « Je vois que tu pourras être un très bon rabbin ». Alors justement, Moshe Levin, sachez que cette émission est retransmise aussi à Strasbourg. Voilà, comme ça au moins, ma ville de naissance. Votre ville de naissance et votre ancienne communauté. En poursuivant la lecture de votre biographie, je vois que vous avez poursuivi vos études rabbiniques au séminaire israélite de France. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bon, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais ? Est-ce que vous avez des bons ou des mauvais souvenirs du séminaire israélite de France ? J'ai d'excellents souvenirs. J'étais à un temps où il y avait un directeur qui était très marquant, qui était mon directeur, qui était le grand rabbin Emmanuel Chouchna, qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui vivait avec nous au quotidien. C'est-à-dire qu'il habitait sur place. On pouvait aller à n'importe quelle heure frapper à sa porte. On avait un problème, il était un petit peu le parent de chacun des élèves et on pouvait le déranger n'importe quand. Il avait cette grande proximité. Le matin après la tfila, après la prière, eh bien, il prenait le petit déjeuner avec tous les élèves. Il y avait cette présence forte qui nous guidait. Chaque fois, il nous demandait qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui. Il avait ces phrases et il était quelqu'un aussi d'exceptionnel parce que il maîtrisait tout. Il était sofer, il était moël, il était il avait des capacités incroyables. Il appréciait tous les petits gadgets, donc dans une modernité, et une connaissance exceptionnelle, avec un altruisme bien sûr exceptionnel. Et donc j'ai eu cette grande chance
D'ailleurs, ce bonheur d'avoir aussi eu, j'étais, je pense, le dernier élève à l'avoir vu vivant. J'étais en Israël pour 2 jours, et chaque fois que j'allais en Israël, j'allais lui rendre visite. Et je veux lui rendre visite, on me dit qu'il est à l'hôpital. Je vais à l'hôpital le voir à 7h avant de repartir à l'avion. Et malheureusement, en rentrant en France, j'apprenais son décès dès que je suis arrivé en France, le jour après, quoi. Donc mais c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué, comme il a marqué, je pense, chacun des élèves avec lesquels il a été le directeur. Donc j'ai eu cette chance. Beaucoup aujourd'hui le regrettent. Et voilà, c'est formidable d'avoir quelqu'un d'aussi. On pouvait lui demander conseil, donner toujours les bons conseils. Un rapport complet. Je vais vous faire une petite confidence. Lorsque un moment, il y avait une élection du grand rabbin de Paris. Et le grand rabbin de France, qui était aumônier général des armées, me dit va lui poser la question si je me présente ou pas. Et donc je vais en Israël et je vais chez lui et puis je lui dis, le grand rabbin Chaim Korsia me demande est-ce que oui ou non il se présente à cette élection. Il me dit est-ce que le grand rabbin Messas veut se représenter. Alors je lui dis oui, il se représente. Il me dit alors dis-lui de ne pas se présenter parce qu'il sera grand rabbin de France. Et donc, il avait vu juste quelque part une certaine forme prophétique avec une vision exceptionnelle. Et il trouvait injuste de renvoyer le grand rabbin de Paris et donc le grand rabbin Chaim Korsia a bien sûr suivi ses conseils. Et je pense que de là-haut, il a fait en sorte qu'il le devienne. Alors, monsieur Levin, ce que vous nous racontez, ça date d'il y a quand même, enfin, du moins, votre passage au séminaire d'une 30aine d'années à peu près. Mais d'après vous, l'enseignement qui est donné au séminaire, est-ce qu'il est complet ? Ou alors, vous auriez vous-même ajouté des matières ? Est-ce qu'il y a des matières qui manquaient, par exemple, à ce moment-là ? Au temps où j'y étais ? Oui. Par exemple, la psychologie. Je vous donne un exemple. Psychologie, j'avais fait des cours en parallèle. Donc, après le séminaire, à l'époque, on encourageait aussi les élèves à faire l'université aussi, même si c'était par correspondance. Après, chacun pouvait compléter ce qu'il y avait au séminaire. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup d'enseignements au temps où j'y étais. Peut-être un enseignement. Alors là aussi, j'étais un des premiers à demander, avant d'aller en province, puisque ma première communauté a été Besançon, avant d'aller en province, où le rabbin quelque part doit tout faire, j'avais demandé à faire des stages, j'étais quasiment le premier à le faire, dans tous les services du consistoire. Pourquoi ? Parce que les questions de mariage, enquête de mariage, tout ça, c'est le rabbin qui fait. Les questions de divorce, il n'y a pas un service de divorce à Paris. Il y a des services pour chaque chose. Le Talmud Torah, il n'y a pas un service de Talmud et Torah. C'est le rabbin qui s'occupe, qui est automatiquement directeur du Talmud Torah. Et donc, j'avais souhaité faire des stages dans les différents services. La Chevra Kadisha, j'avais accompagné des rabbins pour faire des enterrements. C'était le grand rabbin, notamment Alexis Blum, ancien rabbin de Neuilly. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir être assez opérationnel, même s'il manque quelque chose. Toujours, peut-être une meilleure connaissance des autres religions aurait été nécessaire. J'en ai pris conscience et j'ai beaucoup milité à ce que ça soit le cas aujourd'hui au séminaire. J'ai critiqué assez souvent le séminaire qui ne formait les élèves qu'à ça, à la religion juive, sans connaître un minimum des autres religions. Et grâce à Dieu, ces dernières années, je sais que le père, le frère Louis-Marie Coudray, l'ancien directeur des relations avec le judaïsme, est venu 2-3 fois au séminaire. Et maintenant, avec le Grand Rabbin de France, on a rendu obligatoire
pour la formation des élèves rabbins, une formation où j'ai eu l'honneur d'être un des fondateurs, qui est la formation Emouna à Sciences Po. Et cette formation, qui permet de mieux connaître des prêtres, des rabbins, des imams, puis c'est une quarantaine de religieux, différentes religions, et quelques laïcs qui travaillent en relation avec les religions, qui la font chaque année. Depuis 2 ans, c'était dans le programme du Grand Rabbin de France, depuis 2 ans, cette formation est devenue obligatoire pour les élèves de l'école rabbinique au cours de leur cursus scolaire. Donc, ce qui est comme quoi j'ai retiré quelques éléments que j'ai voulu mettre en pratique, que j'ai poussé à mettre en pratique. Mon invité aujourd'hui, Moshe Levin, rabbin de la synagogue du Raincy et surtout conseiller spécial de Chaim Corsia, grand rabbin de France. Le rôle du rabbin consistorial au sein d'une communauté est d'être accompagnateur, un rassembleur, d'enseigner son savoir, aider dans toutes les démarches religieuses de la naissance au décès, en passant par les brit milot et les mariages. Animer aussi les offices, s'investir dans l'éducation des enfants, en les préparant à la bat et la bar mitzvah. Moshe Levin, avec un agenda aussi chargé comme le vôtre, vous avez vraiment le temps de vous investir pleinement à la synagogue Henri Chili au Raincy ? Oui, alors j'ai cette chance d'arriver à le faire, puisque j'ai de nombreuses fonctions, vous l'avez dit. Vous en avez dit une partie, il y a beaucoup d'autres aussi, mais... vous êtes bien organisé. Il y a une expression anglaise, quand on veut demander à quelqu'un de faire quelque chose, demande à quelqu'un d'occuper, parce qu'il est dans la dynamique finalement, et ça se réalise. Et c'est une question d'organisation. J'ai aussi des fonctions de vice-président des rabbins européens, donc c'est aussi assez prenant. Je suis également vice-président de la conférence des amitiés judéo-chrétiennes de France, donc dans des démarches interreligieuses. Donc c'est effectivement prenant, mais c'est une question d'organisation. Les Shabbatot, je suis toujours dans la communauté. En semaine, je suis quasiment tout le temps aux offices, les cours sont organisés. Bar mitzvah, je les priorise, on n'inscrit pas un enfant 3 jours avant la bar mitzvah, donc je priorise dans mes déplacements, dans mes activités. Et donc, j'ai ce plaisir d'avoir aussi cette chance, et je pense qu'on est meilleur rabbin quand on a une vision locale, nationale et européenne. Finalement, on a un horizon plus large. Quand on voit, vous savez, quand on conduit en voiture, on nous dit toujours « regardez loin et la voiture ira vers là ». Donc, regardez vers l'horizon et vous serez porté aussi par cela. Même si la Torah nous sert de base et est lue et relue chaque année, le rôle du rabbin au XXIe siècle doit-il ou a-t-il évolué ? Doit-il intégrer les nouvelles situations engendrées par les découvertes scientifiques, économiques, militaires, sociologiques, psychologiques aux valeurs du judaïsme ? C'est une question que je vous pose. Moshe Levin. Oui, je pense que oui, le judaïsme s'est toujours adapté et il y a toujours eu une réalité avec le quotidien, avec la modernité. Vous savez, un des symboles des animaux cachers, c'est les animaux qui ruminent, sont propres à être cachers, et qui ont les sabots fendus. Ruminer, c'est quoi ? C'est reprendre une nourriture qui a déjà été absorbée. C'est une pensée, on va dire, très nostalgique d'un passé quelquefois révolu. On reprend, on dit avant c'était beaucoup mieux, etc. Et puis, les sabots, c'est la marche, c'est avancer. Dans le judaïsme, on demande de prendre en compte le passé, mais on demande aussi de regarder l'avenir. Donc il n'y a pas un refus de modernité, il y a la prise en compte du passé dans la modernité. Ce que nous faisons quand on prend un texte, on veut connaître une halakha, on prend les sources et les décisionnaires contemporains sont eux qui vont décider. Ça veut dire qu'il faut connaître la réalité et puis certaines choses n'étaient pas connues et permettent à travers la science de mieux comprendre. Aujourd'hui, on en avait parlé au formidable Yom HaTorah qui a été organisé par le consulat régional de Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer.
auquel vous avez participé de manière formidable. Et lorsque on a aujourd'hui des questions d'abattage avec le grand rabbin Fison, qui est de l'Académie vétérinaire, bien, il a le côté scientifique aussi qu'il peut apporter en comparant et en voyant les textes à la lumière de la science. Beaucoup de rabbins étaient mathématiciens, étaient scientifiques, astrologues. Comment comprendre le cycle solaire lunaire pour le calendrier si on ne connaît pas un minimum d'astrologie? Donc, oui, il faut prendre en compte tout ce qui existe et connaître, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'un rabbin doit avoir aussi une formation continue, et c'est pour cela que j'ai fait ces formations continues. Vous parliez tout à l'heure du cycle des hautes études de développement économique, parce que je pense qu'il est bon de s'asseoir sur les bancs d'école, entre guillemets, et de faire des formations et de ne pas se suffire de ce que l'on a appris au séminaire rabbinique. Ça serait comme si un enfant va se suffire de l'apprentissage de la Torah lorsqu'il a fait sa bar mitzvah. Ça ne suffit pas. Il faut toujours avancer, comprendre. On aura un autre regard, donner cette image aussi d'un train qui passe et qui va voir un paysage. À mesure que le train va avancer sur le même paysage, l'angle va être différent. Et donc, c'est important de voir à travers un nouvel angle, à travers une plus grande maturité, les mêmes textes qu'on a peut-être déjà étudiés. Vous avez suivi donc en tant qu'auditeur une formation à l'Institut des hautes études de défense nationale, j'en parlais tout à l'heure dans mon prologue, et au Centre d'études de l'armement. Moshe Levin, vous avez suivi en tant qu'auditeur une formation à l'Institut des hautes études de défense nationale, j'en parlais tout à l'heure dans mon prologue, et au Centre des hautes études de l'armement. En dehors d'un complément personnel d'enseignement compréhensible, que peut apporter au futur rabbin le contenu engagé? Parce que là, cette fois-ci, c'est engagé de ces deux formations. Est-ce que ça cache pas, je sais pas moi, par exemple, une envie d'être militaire? Ou un regret de ne pas avoir été militaire? Alors, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Il est vrai que j'ai grandi à Strasbourg et j'habitais en face de l'école militaire de Strasbourg. On était réveillés tous les matins au son du clairon. Mais c'est pas ce qui m'a amené. Ce qui m'a amené, c'est tout simplement que j'ai une fonction d'aumônier. Je suis aumônier en chef de la gendarmerie nationale au niveau national. Et j'étais auparavant dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air. Et de ce fait, je pense qu'un aumônier qui n'est que rabbin sans comprendre les problèmes militaires, eh bien, sera moins bon aumônier. Et donc, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre ce que les militaires vivent pour pouvoir leur parler, pour pouvoir les écouter, les comprendre, et les aumôniers ont un rôle majeur qui est certes engagé. Donc, je suis officier comme le sont les autres aumôniers, et donc il était important pour moi de mieux comprendre. C'est vrai que c'est des hautes études, c'est vrai que c'est compliqué, mais comme je le disais, il est important aussi pour un rabbin de pouvoir avancer et de pouvoir comprendre, de ne pas se suffire de ce qu'il a appris. Et on encourage, et d'ailleurs à ce niveau, au niveau national, maintenant, c'est devenu obligatoire d'avoir fait une des grandes écoles militaires pour être aumônier en chef, par exemple, aux armées. Une autre formation complémentaire que vous avez suivie, c'est celle du CHED. Alors l'acronyme, c'est Cycle des hautes études pour le développement économique, qui dispense, lui, aux membres de la société civile, ainsi qu'aux élus qui souhaitent mieux maîtriser à des fins professionnelles des activités de conseil, définition de stratégie d'influence, des processus de décision des politiques publiques dans des domaines économiques, budgétaires et financiers. Ceci au plan national, européen et international. Moshe Levin, on ne s'éloignerait pas un petit peu là quand même du rôle du rabbin pour entrer dans celui d'un gestionnaire de communauté, ou alors il faut apprendre à la gestion de manière à ce que le rabbin soit encore plus performant? Un rabbin
travaille dans une communauté. Il fait ses discours. S'il ne comprend pas la manière avec laquelle la politique publique est gérée, dans les détails, comment est-ce qu'on gère ? Comment est-ce qu'il peut comprendre, par exemple, la crise sanitaire avec son impact économique ? Aujourd'hui, on passe de crise en crise. Eh bien, tout cela m'a énormément appris. Je suis très reconnaissant d'avoir pu être accepté dans cet institut et ça me permet de m'adresser aussi à des fidèles de la communauté qui ne sont pas tous dans le Talmud mais qui travaillent dans la société, dans des mairies, dans des ministères ou autres et d'avoir un langage qui est approprié à la réalité économique du moment, de mieux prendre en compte les enjeux économiques et je crois que c'est particulièrement important, peut-être encore plus aujourd'hui. En juillet 2013, vous êtes nommé directeur exécutif de la Conférence des rabbins européens et vous faites face à une résolution du Conseil de l'Europe qui veut améliorer le bien-être des enfants et leur protection contre toute forme de violence, mais qui assimile la circoncision à une violation de l'intégrité physique des enfants. Dans le même temps, cette résolution s'opposait à l'abattage rituel. Moshe Levin, dites-moi, en quoi le Conseil de l'Europe aurait une prérogative à venir encadrer une religion ? Eh bien, alors, pour faire juste une petite explication, le Conseil de l'Europe n'émet pas de loi. C'est le Parlement qui émet des lois. Le Conseil de l'Europe émet des recommandations, des préconisations. Aux États. Voilà, qui sont adressées aux États. Lorsqu'il y a eu cette résolution en octobre 2013, ça a été une catastrophe. Parce que les recommandations adressées à ces États, on sait qu'aujourd'hui, certains États ont interdit la circoncision. On le voit aussi pour l'abattage rituel. Mais prenons l'exemple de la Slovénie, qui est un pays de l'Union européenne, la circoncision y est interdite. Donc on voit bien que lorsque les recommandations sont adressées aux États, certains États peuvent se saisir comme une grande porte ouverte qui leur est faite pour légiférer là-dedans et faire en sorte d'interdire la circoncision. C'est la raison pour laquelle c'était particulièrement important de nous saisir. Et là, on a eu récemment, encore en 2018, on a eu l'Islande qui a voulu criminaliser la circoncision. Alors, on n'est plus dans l'Union européenne, mais l'Islande, on est dans le Conseil de l'Europe, a voulu criminaliser de 6 ans de prison. Mais si il y avait un projet de loi qui a été voté en première lecture, grâce à plusieurs interventions, on a réussi à faire annuler ce projet de loi. Ça veut bien dire que quand on se mobilise, et qu'on se mobilise de manière coordonnée entre les institutions et avec l'appui des autres religions, on arrive quelquefois à faire face. Je dois souligner, puisque vous parlez de 2013, de ce rapport Ruprecht, l'importance, et je veux rappeler sa mémoire aujourd'hui, c'est le professeur Bernard Lobel, avec lequel on a travaillé ensemble, qui est venu avec moi aussi bien au Conseil de l'Europe qu'en Islande, pour défendre la circoncision. Je veux rappeler sa mémoire, il nous a quittés il y a peu de temps. Et c'est important de rappeler, de donner le mérite à ceux qui ont permis ces succès. Et puisque nous parlons de religion, je vois que vous avez contribué au dialogue interreligieux au sein du CRCF. Rappelez-nous ce que c'est le CRCF. Alors c'est la conférence des responsables de culte en France. Donc toutes religions confondues. Toute religion, qui est un format assez réduit des responsables nationaux, qui, pour moi, doit se décliner sur le niveau local et régional. Alors, toujours dans ce cadre de l'interreligieux, vous avez conduit une délégation au Vatican pour une rencontre historique avec le pape François. Alors, parlez-nous du déroulement de cette audience, dans quel contexte elle a été acceptée, et comment vous avez été reçu, et quels ont été les sujets abordés avec le pape ? Alors, c'était effectivement en 2015, à l'occasion des 50 ans de Nostra Aetate, de la proclamation de Nostra Aetate, qui a considérablement modifié les relations entre les églises chrétiennes et les religions non chrétiennes, mais principalement le judaïsme. Et ça a permis de passer
de ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et ce qui a créé vraiment des relations assez impressionnantes si on regarde ces 50 dernières années. J'estimais avec le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, le président de la conférence des rabbins européens, ancien grand rabbin de Moscou, qu'il était nécessaire après 50 ans, de pouvoir répondre, de pouvoir rencontrer le pape. C'est ce que nous avons fait, c'est une rencontre assez intéressante, assez exceptionnelle, et où la question de l'antisémitisme a été abordée, la question, c'est-à-dire les églises chrétiennes pendant 2000 ans ont quand même fait souffrir, et c'est un petit mot, la communauté juive. Aujourd'hui, on considère qu'elles doivent être partenaires dans cet enseignement de l'estime, qu'elles doivent lutter contre l'antisémitisme. Ce qui s'est finalement dit le 1er février 2021 par la conférence des évêques de France, en disant que les chrétiens doivent lutter contre l'antisémitisme, c'est pas aux juifs de le faire, justement par rapport à cette histoire douloureuse. Eh bien, c'est pas aux juifs à aller lutter contre l'antisémitisme, c'est aux non-juifs à lutter. Et c'est ce qu'on a voulu aussi faire comprendre au pape à un temps. Il faut se rappeler que 2015 a été une année assez terrible entre les attentats de Charlie Hebdo, avec d'autres attentats, que ce soit à Copenhague en février, que ce soit en Tunisie. Et donc il était important aussi que les religions défendent les valeurs, mais aussi le dialogue entre les religions pour pouvoir combattre les extrémismes. Et là aussi, on avait souhaité que le pape soit pour les chrétiens, d'une part, celui qui arrive à promouvoir encore plus ce dialogue et la lutte contre l'antisémitisme et le dialogue entre les religions. Dimanche, nous serons à 2 semaines de l'allumage de la première bougie de Hanouka, commémorant le miracle de la lumière qui est revenu dans le second temple de Jérusalem. Et puis, je le disais dans ma présentation, Moshe Levin, vous voyagez beaucoup, toujours en mouvement. On vous voit partout où c'est nécessaire, ai-je dit. Alors justement, puisque vous avez participé à un allumage, je dirais étonnant, dites-nous comment on allume les bougies de Hanouka au Palais Royal du Bahreïn. Alors, je vais faire une petite correction. Effectivement, c'était bien avant les accords d'Abraham. En 2015, en décembre 2015, j'étais invité pour une question de dialogue aussi, par le roi du Bahreïn, à participer à une rencontre avec lui. Il ne savait pas que c'était Hanouka. Donc c'est quelque chose qui s'est décidé à la dernière minute. Et à un moment, on m'a proposé effectivement d'allumer au palais. Mais ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'ai souhaité qu'on ouvre spécialement la synagogue du Bahreïn, il n'y a jamais eu d'allumage de Hanouka depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël, et on sait que la communauté du Bahreïn avait fui après un certain nombre d'actions violentes contre elle, en grande majorité a fui après 1948. Et j'avais souhaité qu'on ouvre cette synagogue, et très naturellement, beaucoup d'autorités religieuses m'ont accompagné et sont venus, et qu'on réunisse la communauté juive, qui est petite, la communauté juive. Il y avait 36 juifs au Bahreïn, dont Houda Nounou, qui était l'ancienne ambassadrice du Bahreïn à Washington, qui est juive, Nancy Kedouri, qui est du Parlement, qui est juive, et donc ces personnes sont venues avec moi, et on a ouvert la synagogue du Bahreïn, qui aujourd'hui, j'y suis allé il y a quelques mois, a un Sefer Torah, ce qui n'était pas le cas avant, Sefer Torah offert par Jared Kushner au roi, qui l'a fait entreposer dans la synagogue. Donc, c'était très émouvant, parce que quand vous faites ouvrir une synagogue, vous allumez les bougies de Hanouka. Ce que j'avais dit à un grand dîner qui avait été fait
où j'étais le guest speaker, j'avais dit Hanouka, c'est un peu de lumière qui éclairent et qui font disparaître les ténèbres. J'ai dit que c'est probablement ce qui se passe aujourd'hui au Bahreïn. Lorsqu'on allume ces bougies de Hanouka, on repousse ces ténèbres et finalement la lumière s'est portée, puisqu'après on a eu les accords d'Abraham et aujourd'hui tout le monde trouve normal d'y aller. Moshe Levin, je m'aperçois au fil de notre entretien que votre rôle de rabbin est beaucoup plus complexe que je ne le pensais au départ et qu'il ne cesse d'évoluer. De directeur de campagne, on vous présente maintenant comme conseiller spécial du grand rabbin de France, Haïm Korshia, son conseiller même le plus proche, celui qui travaille dans l'ombre. Est-ce que vous êtes son éminence grise ? Et question aussi subsidiaire, mais comment peut-on définir un poste de conseiller spécial ? Qu'est-ce qui fait le conseiller spécial du grand rabbin de France ? Alors, une petite précision, j'ai travaillé aussi avec l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Gilles Bernheim, duquel j'étais porte-parole et conseiller en communication. Donc, avec le grand rabbin de France, effectivement, j'ai dirigé sa première campagne et sa deuxième campagne. J'ajoute que si j'ai dirigé la campagne, je n'étais pas le seul, nous étions quelques-uns autour de lui. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi comme son éminence grise, mais il a besoin d'un autre avis. On sait que dans le judaïsme, on étudie toujours par deux, parce que seul, on n'a jamais raison. Et donc, j'apporte quelques éléments, modestement, que je peux donner par rapport aux réalités européennes, par rapport aux questions de société et à ce qui est nécessaire. Voilà, j'ai été récemment, ça date du 12 novembre, ça n'a pas été dit parce que vous ne pouvez pas le savoir, j'ai été nommé par arrêté de la Première ministre à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est tout nouveau. Là aussi, on est en train de travailler sur le rapport de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et qui est un rapport complexe avec des auditions. Et là aussi, c'est des choses où on doit apporter, transmettre ce que le judaïsme apporte à la société dans ces questions-là. Questions de handicap, questions de droits de l'homme. Je pense qu'on a notre parole, on fait partie des religions et qu'il faut s'exprimer lorsqu'on le peut pour apporter nos 5783 ans de sagesse depuis que le monde a été créé, depuis qu'Adam a été créé. C'est aussi notre part qui rejoint la parole prophétique qui dit que le judaïsme doit être aussi hors la Goïm a une lumière pour les nations. On essaie d'apporter ce que l'on peut comme lumière aux nations aussi. Haïm Korshia, le grand rabbin de France, a été élu pour un second mandat de 7 ans le 6 juin 2021. Avec une vie d'études, de rencontres, de charges, de délégations, mais surtout aussi pleine d'enseignements, quel est l'avenir de Moshe Levin pour 2028 ? Alors, je vais vous dire, je ne rêve de rien en me rasant. Je dis simplement qu'il faut faire ce qui arrive en fonction de la période et ce que, jamais je pensais que j'aurais ces fonctions. Je les assume avec plaisir et avec bonheur. J'ai un ami qui est président de la communauté de Besançon, qui s'appelle Alain Zilberstein, qui est grand créateur horloger, un des grands créateurs, et qui avait mis comme thème de son enseigne, c'était le véritable bonheur et d'avoir sa passion pour métier. Et je crois que quand on est rabbin, c'est ce que l'on fait. Sinon, il faut s'engager dans autre chose. On peut faire d'autres choses. On peut faire du business, on peut faire d'autres choses. Mais le véritable bonheur, c'est d'avoir sa passion pour métier. Et je crois que c'est un petit peu ce que je fais. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Aujourd'hui, on a une remontée du Covid. On pensait qu'on n'allait pas trouver de vaccin si rapidement. On en a trouvé. On voit une immunité.
Aujourd'hui, on nous annonce de faire de nouveau attention. Donc, on ne sait pas de quoi sera fait. On voit la guerre en Ukraine, on voit tellement de choses qui bouleversent le monde. Les crises, on est passé d'une crise sanitaire, une crise économique, une crise énergétique. On n'a que des crises. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est travailler et de sorte que lorsqu'on se regarde dans un miroir le soir, on dit on a fait quelque chose. C'est ce que j'essaie de m'employer modestement, c'est de faire les choses dans différents domaines et quand je suis sollicité, j'ai fait le maximum pour y répondre. Je recevais ce matin Moshe Levin, rabbin et surtout conseiller spécial du grand rabbin de France, Haïm Koursia. Merci beaucoup de vous être confié à nous, Moshe Levin, et d'avoir partagé avec nous ce très bon moment. Merci à vous et merci encore une fois à la communauté de Cannes et à son dynamisme. Merci beaucoup.